Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une levée de bouclier contre l'expulsion forcée de l'écrivain Patrice Nganan hors du territoire camerounais et la confiscation de son passeport. Ses avocats et ses proches contestent avec force ces actes posés après l'arrêt des poursuites judiciaires. Entre son arrestation, sa détention et son expulsion, y a-t-il vraiment eu des entorses aux procédures judiciaires dans cette affaire? La confiscation de son passeport signifie-t-elle la déchéance de sa nationalité camerounaise? Le recrutement et l'intégration des instituteurs piétinent à la fonction publique. Le processus est plombé par des lenteurs administratives et autres blocages inexpliqués. Du coup, l'exaspération, le désespoir s'emparent de certains instituteurs contractuels. Face à une telle situation, des syndicats menacent de paralyser le deuxième trimestre. On verra plus clair au sujet de cette situation, de cette grogne sociale dans le secteur de l'éducation de base. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le célèbre écrivain de renommée internationale et activiste politique camerounais Patrice Nganan est aux États-Unis d'Amérique depuis quelques heures. Son expulsion forcée hors du territoire camerounais et la confiscation de son passeport ont suscité une levée de bouclier. Ses avocats contestent avec force ces actes posés sans aucune décision de justice. Pour son conseil, sa nationalité camerounaise ne souffre d'aucune contestation. Il compte d'ailleurs justement affronter la justice et l'administration camerounaise pour récupérer les documents officiels de Patrice Nganan qui ont été confisqués avant son expulsion hors du territoire camerounais. Reportage Marcelin Gansop. Je peux vous assurer que M. Nganan est arrivé effectivement ce matin à Washington pour son avion de déposer. Expulsé mercredi soir, Patrice Nganan a donc rejoint Washington DC aux États-Unis, laissant derrière lui un débat qui ne cesse dans la nationalité camerounaise. Un débat qui, selon ses avocats, n'a pas lieu d'être. Patrice Nganan demeurant un citoyen camerounais jusqu'à preuve du contraire. On vous dit que M. Nganan n'a pas la nationalité camerounaise. Qui a contesté? Quel juge a pris la décision et a constaté qu'il a répudié la nationalité camerounaise? C'est ça la question. Parce que notre loi parle du terme répudiation de la nationalité camerounaise. Il faut qu'un juge constate. Les gens ne doivent pas s'asseoir dans leur bureau et estimer que le prisme qu'ils déversent sur tout papier constitue la vérité, ou bien la vérité judiciaire, ou celle prévue par la loi. Sur le problème de la déchéance de la nationalité, moi je regrette le propos du ministre de la Communication qui en parle et qui, semble-t-il, n'a pas visité ou bien n'a pas consulté la loi de 1968. Vu sous cet angle, les autorités camerounaises n'avaient donc pas droit de retenir par devers elles le passeport camerounais de Patrice Nganan. Parce que le procureur n'a aucune compétence, aucune qualité pour retenir un passeport d'un Camerounais tant qu'il n'a pas sous la main un jugement de déchéance de nationalité. Et c'est un juge qui devait prendre cette décision-là au thème d'un procès. Au nom de quoi est-ce qu'il prend son passeport? Là encore, je dis, c'était un abus de pouvoir. Et je pense que l'histoire nous donnera le temps de réfléchir aux suites qui seront données à cela. Parce que M. Nganan est Camerounais, il tient à le dire, il restera Camerounais. Et ce n'est pas cette procédure-là cavalière qui lui fera renoncer à son pays et à l'amour qu'il a pour son pays. Aussi son conseil envisage-t-il de ne pas rester les bras croisés devant une telle violation des droits de l'écrivain activiste? Je pense que nous allons donner une suite à ce retrait de passeport. Parce que nous pensons qu'il s'agit également d'un nouveau est un acte administratif susceptible de voir des recours. Que si l'autorité administrative qui prend la décision ne s'entoure pas des garanties suffisantes et de compétences et de motivation, à ce moment-là, nous appelons ça en droit un excès de pouvoir susceptible de diriger le contentieux devant le juge administratif qui doit nécessairement l'annuler.
Donc je pense que nous allons donner une suite, n'est-ce pas, à ce retrait de passeport. Aux côtés des avocats, depuis le déclenchement de l'affaire, le collectif pour la libération de Patrice Nganang entend également œuvrer afin que son honneur soit rétabli et que d'autres Camerounais ne subissent pas le même sort dans l'avenir. L'arrestation de l'écrivain et universitaire Patrice Nganang est liée à ses publications sur les réseaux sociaux et son cas illustre aux yeux de maître Hippolyte Méli une mauvaise application de la loi sur la cybercriminalité. Je vous propose d'écouter son analyse. On se pose la question de savoir si l'imprimé d'un post sur Facebook peut servir d'élément de poursuite. Et à cette question, nous voulions répondre le 19 pour dire que les autorités camerounaises n'ont pas à fouiller sur les pages Facebook qui juridiquement sont le prolongement du domicile de chaque individu. Les lois sont votées dans notre pays et personne ne se préoccupe de son application. Nous avons tout un texte sur la cybercriminalité qui définit tous les délits et tous les crimes qui peuvent se passer par la toile et définit également les procédures pour appréhender les preuves. Est-ce que parce qu'on a imprimé une page Facebook ou un document issu du net, est-ce suffisant pour garantir sécurité? Ça, ce sont les questions que pose la loi sur la cybercriminalité. Et ce pays est doté des officiers de police judiciaire spéciaux assermentés qui ont la charge. Donc, on regrette. De nombreuses entorses ont été identifiées dès l'arrestation de l'écrivain Patrice Nganang, sa détention et également son expulsion hors du territoire. Ses avocats déplorent une série de violations des procédures judiciaires qui laissent transparaître un acharnement non fondé sur leur client qui est victime de ces prises de position qui sont assimilées à celles d'un opposant politique. Reportage Guizogo. Quelques jours après l'élargissement et l'expulsion immédiate de l'écrivain Patrice Nganang, des interrogations ressurgissent au sujet des procédures menées à son encontre. Son avocat, Maître Emmanuel Sim, parle d'un florilège d'entorses aux règles procédurales. Pour l'avocat, cela commence dès l'arrestation de l'écrivain. Son arrestation s'est déroulée en forme de kidnapping dans un aéroport en zone internationale, ce qui est interdit. Il a amené à Yaoundé à la police judiciaire et gardé au secret pendant 2 jours, ce qui est interdit, parce qu'il devait être présenté directement à un enquêteur et se faire assister par un avocat ainsi que sa famille. Ce n'a pas été le cas. En outre, l'écrivain est soumis à des privations et à la torture psychologique. Pendant 4 jours, M. Nganang ne s'est pas lavé, n'a pas été autorisé à prendre une simple douche. Je dis que c'est inhumain. Pendant 7 jours, M. Nganang n'a pas eu accès à sa famille. Il était interdit de visite. Et pire, M. Nganang était interdit même de lire les livres qu'on lui a apportés. Par ailleurs, précise le conseil de l'écrivain, lorsqu'il est question de le juger en flagrant délit, cette procédure est aussi écornée. Devant le juge, l'affaire a été renvoyée, alors qu'en matière de flagrant délit, la loi prévoit qu'on doit juger la personne immédiatement ou au plus tard 3 jours après. C'est une comparution immédiate. Tous les éléments de preuve sont supposés être réunis. Il n'y a pas de raison qu'on renvoie l'affaire de Nganang à plus de mois. Il y a pire, soutient encore l'avocat. Aussitôt les poursuites arrêtées, l'écrivain est à nouveau enlevé, puis expulsé du Cameroun. On l'a ramené en prison. Il a été enlevé de force dans des conditions absolument époustouflantes. Il a été arrêté et sorti de prison par le GSO, armé jusqu'aux dents, avec des cagoules, comme si c'était l'arrestation d'un terroriste, mis dans ce camion blindé du GSO et traîné à l'aéroport, sans qu'aucun acte d'expulsion ne lui ait été notifié de manière formelle, ni à lui, ni à ses avocats. Devant tant d'entorses, Maître Sim conclut à une volonté délibérée d'en découdre avec un écrivain qualifié d'opposant. De l'arrestation jusqu'à l'expulsion, tout s'est passé vraiment, je veux dire, comme dans un État qui ne connaît plus la loi et où la seule loi
était la volonté déterminée de mettre hors du pays un opposant, je peux dire en termes simples, un opposant politique. Autant dire un roman digne du procès de Franz Kafka. Au regard de ce feuilleton judiciaire concernant l'écrivain et universitaire Patrice Nganan, les procédures en la matière d'arrestation d'un individu dans un aéroport, de sa détention également à Yaoundé, son expulsion et le retrait de son passeport, les procédures en deuxième partie de ce journal. Dans le reste de l'éducation, l'intégration et le recrutement des instituteurs piétinent à la fonction publique. Je vous le disais en titre, le processus est confronté encore aux lenteurs administratives et des blocages inexpliqués. Du coup, l'exaspération, le désespoir s'empare de certains instituteurs contractuels et maîtres de parents proches de l'âge de départ à la retraite. Face à l'indifférence du gouvernement, des syndicats menacent de paralyser la rentrée du deuxième trimestre. Reportage Joël Essengé et Marcelin Gansop. Venus des 4 coins du pays, les instituteurs contractuels et maîtres de parents remuent le couteau dans une plaie béante, celle d'une intégration dont la machine est grippée, alors que beaucoup vont bientôt frapper aux portes d'une douloureuse retraite. Je suis IC2 intégré depuis le 3 septembre 2007. Nous attendons à être reversés comme des fonctionnaires parce que notre retraite c'est à 55 ans et le salaire que nous irons en retraite n'est pas suffisant. Ça ne pourra pas nous permettre de résoudre certains de nos problèmes. Donc nous sommes derrière cette lutte pour que le MINFREPA puisse penser à nous. Il y a plein des IC2 qui sont déjà décédés. Préoccupante est également la situation des titulaires du CAPIET, dont le recrutement n'est même pas à l'ordre du jour. Vous voyez comment au niveau de l'éducation de base, chaque année quand même, on lance un petit recrutement. Mais au niveau des enseignements secondaires ou de l'emploi et la formation, on ne lance pas de recrutement. Donc ils sont dehors, comme vous le voyez. L'État ne fait absolument rien pour intégrer ces jeunes enfants titulaires des CAPIET. C'est fort de ces difficultés que le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents monte une fois de plus au créneau, étant seulement une source d'agacement qui nourrit une injustice criarde. Vous ne pouvez pas avoir dans un même corps des gens qui sont formés ayant le même diplôme, faisant le même boulot, mais qui sont traités à des statuts différents. Donc nous voulons rétablir la justice et l'équité sociale au niveau de notre profession, afin que les enseignants puissent enfin travailler dans la quiétude totale. Pour faire entendre leur voix, les instituteurs contractuels et maîtres de parents envisagent de ne pas dispenser les cours dès la rentrée du deuxième trimestre. Notre manifestation elle est pacifique. Ce sera juste le fait d'aller à l'école et de ne pas enseigner tout en expliquant aux parents le bien fondé de notre action. Nous voulons que les problèmes des instituteurs au Cameroun soient résolus de manière définitive. Tous ceux-là qui sortent des INIEJ et des INIET et qui sont voués à travailler pour les fondateurs d'établissements privés qui leur payent des salaires de misère. Deux terrains sur lesquels le gouvernement ne joue pas franc jeu depuis de longues années. L'épineuse question de l'éducation des jeunes se pose avec acuité dans les centres des réfugiés centrafricains situés dans une ville frontalière à l'est du Cameroun. Là-bas, les enfants de ces réfugiés désertent les salles de classe pour aider leurs parents dans les travaux champêtres. Du coup, des enseignants s'en plaignent, mais aussi il y a un sérieux déficit en matière de personnel qualifié pour encadrer ces milliers d'enfants de réfugiés centrafricains. Reportage Joël Niem et Gladys Sidier. La scolarisation dans les camps de réfugiés dans la région de l'Est est un caillou dans la chaussure des autorités locales. Les salles de classe en début d'année scolaire ici sont surpeuplées du fait de la présence. Nous avons un manque d'enseignants, l'effectif pléthorique. Une salle de classe contient 270 élèves pour un seul enseignant, ce qui ne permet pas un bon rendement scolaire. Ces enfants de réfugiés n'occupent les salles de classe que le temps des recensements et des inscriptions. Ils sont sortis de l'école au bout de quelques mois
pour prêter main forte à leurs parents qui se lancent dans des activités champêtres pour survivre. Les enfants constituent alors une main-d'œuvre non négligeable. De pêche, comme actuellement nous sommes en pleine période de pêche, les parents retirent les enfants et les amènent dans les campagnes pour la pêche, et pendant la période des travaux champêtres, les parents retirent aussi leurs enfants et les ramènent. Tous reviennent là en fin avril pour surcharger encore les salles de classe. Ces mouvements constants de réfugiés ont des répercussions sur le mécanisme de scolarisation mis sur pied par les enseignants. Face aux effectifs pléthoriques, ils doivent pratiquement se plier en quatre pour dispenser les cours. L'année que j'arrivais ici, en 2012, j'avais 150 élèves, qu'il n'y avait pas encore les réfugiés. Mais maintenant, je me retrouve à presque 300 élèves. J'ai le même salaire que l'enseignant qui est assis à Yaoundé, qui a 60 élèves. Et c'est beaucoup de travail, franchement, pour nous. On peut même dire que le travail a dépassé l'argent. Les enseignants se sentent délaissés dans l'exercice de leurs fonctions et sollicitent un accompagnement des pouvoirs publics. Le nombre de réfugiés centrafricains dans la région de l'Est ne cesse de croître. On en compte plus de 160 000. Les besoins sont tout aussi nombreux et de divers ordres, tels que présentés par les autorités locales. Ce que nous avons dans notre arrondissement sont multiples. Je peux les citer par ordre. Il y a les difficultés sanitaires, les difficultés éducatives et même sécuritaires. Sur le plan contrôlé, qui commettent des exactions en brousse. Sur le plan sanitaire, il y a des formations sanitaires, mais dépourvues du personnel. Il n'y a pas de personnel. Peut-être l'infirmier seul, dans le centre, quand il se déplace, on ferme la formation sanitaire. Les malades en souffrent. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, il y a près de 260 000 réfugiés centrafricains sur le territoire camerounais. Tout de même, de nombreux centrafricains résidant au Cameroun ne sont pas enregistrés auprès du HCR. Dans le reste de l'actualité, la manne présidentielle n'a pas franchi le seuil de certaines chefferies traditionnelles situées dans le département de la KDI, région de l'Est. Aucun salaire n'a été distribué à certains chefs traditionnels. Ils ont profité de la tournée du préfet de la KDI pour poser leurs problèmes et l'autorité administrative leur a fait savoir qu'il y a un flou qui persiste autour de la légalité à la tête de certaines chefferies traditionnelles dans ce département de la région de l'Est. Reportage Joël Niem et Étienne Pascal Azégué. Les autorités traditionnelles du département de la KDI ont pris pour prétexte la tournée de prise de contact du nouveau préfet pour exprimer leur inquiétude quant au salaire qu'ils doivent percevoir, tel que cela est contenu dans le décret présidentiel en date du 13 septembre 2013. Ces décrets prévoient en effet que les chefs traditionnels du premier degré doivent percevoir 200 000 francs CFA à chaque fin du mois, ceux de deuxième degré 100 000 francs et ceux du troisième degré 50 000 francs CFA. Au canton Baya, comme partout dans la KDI, l'on n'a jamais eu vent de cet argent jusqu'à ce jour. Une petite poignée qui a bénéficié et le reste est resté dans tous les départements de la KDI, parmi lesquels moi-même qui suis le chef supérieur de aucun chef mésimé dans la zone de Mbang n'a encore perçu, il n'y a que les chefs traditionnels de son côté, de son secteur, dans le secteur Banganto, qui ont déjà perçu. Moi personnellement, j'ai déjà déposé plus de 2 dossiers. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu ce salaire. Nous portons cette doléance auprès de la hiérarchie qui doit vraiment revoir le problème le plus tôt possible et que notre statut doit être aussi comme les autres chefs. Ces chefs traditionnels seraient en train de payer le prix de leur indélicatesse puisque certains d'entre eux ont été installés soit à la hâte ou en toute illégalité après le décret présidentiel de 2013. Entre la décision d'octroyer des allocations aux chefs traditionnels et la mise en œuvre de la mesure, nous avons assisté à presque le doublement des chefferies traditionnelles qui existaient avant la mesure. C'est pour cela qu'il faudrait donc essayer de rentrer dans les listes qui ont été établies. Et actuellement, le ministère nous a envoyé une liste consolidée des chefferies traditionnelles de la KDI
mais nous constatons qu'il y a quand même quelques omissions par rapport aux chefferies qui existent et qui ont toujours existé en fait. Il convient de noter que les allocutions mensuelles aux chefs traditionnels ne peuvent se cumuler avec les indemnités parlementaires, le traitement de fonctionnaires ou d'agents des administrations publiques. L'article 24 qui accompagne le décret présidentiel de 2013 précise en son alinéa 2 qu'en cas de cumul, l'intéressé doit opter avant sa désignation par l'autorité compétente, soit salaire. C'est le paradoxe du sous-développement économique et social du Cameroun, malgré la mise en exploitation d'une usine, une station de captage et traitement de l'eau à Manjo. Cette localité est sevrée d'eau potable depuis plusieurs mois. Les populations ont tellement soif que la pénurie d'eau entraîne des cas de déshydratation et des maladies liées à une consommation d'une eau souillée issue des puits et des rivières. Manjo, localité assoiffée, c'est un reportage de Jacques Molland et Julienne Berthe-Bissaye. Une station de captage d'eau à Manjo, dans le département du Mungo. Elle dessert les localités lointaines que sont Lung, Djombe, Pendja, Mbanga, Dibombari, alors que les plus proches meurent de soif. Les populations de Manjo souffrent tellement. Pourquoi c'est Manjo qui produit de l'eau et on lui vend l'eau au même prix que les autres? Une eau que même ça, on n'a même pas. Il y a beaucoup de bonnes fontaines dans la ville de Manjo qui ne coulent pas. Or que la Sénère se trouve à Manjo. Ce qui nous fait mal, c'est parce que c'est nous qui distribuons l'eau dans tout le monde. Et nous sommes en manque d'eau. On ne parvient pas à boire l'eau. L'infrastructure ne sert donc pas les populations de la localité qui l'abritent. Conséquence, les riverains sont obligés de parcourir des distances pour se procurer le précieux liquide. Nos enfants souffrent de puiser l'eau de la source qui donne les maladies de gauche à droite. Aller à la Dibombe, puiser l'eau de la Dibombe, qu'on met toutes choses dedans. Avec les habits, les choses qui sont mortes, on verse toujours dans l'eau. Les populations qui ne savent à quel saint se vouer lancent un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. C'est un défi majeur pour les villes africaines, la gestion des mototaxis. À Douala, ils sont surnommés les rois du désordre urbain qui refusent de se plier à la réglementation. Pourtant, la capitale économique du Cameroun pourrait s'inspirer du modèle rwandais. Là-bas, tous les conducteurs de mototaxis portent des casques, des chasubles et leurs motos sont bien identifiables. Également, bâcher des passagers est proscrit dans la capitale du Rwanda. C'est le constat que fait notre envoyé spécial, Eric Martial Ndiomo, dans ce reportage. Kigali, la belle, la capitale du Rwanda, brille par sa propreté et aussi par la chaleur humaine perceptible dans ses rues. Les routes qui serpentent la ville et ses collines sont bondées de véhicules et surtout de motos. Parmi elles, des mototaxis. De prime abord, l'on remarque que les conducteurs portent des casques, mais aussi ont des casques réservés pour leurs passagers. Il s'agit là d'une consigne sécuritaire obligatoire telle qu'exigée par les deux syndicats de mototaxi les plus représentatifs de Kigali, la Ferroakotamo et le Citramorois. Ces syndicats ont, lors d'un recensement réalisé en septembre 2012, dénombré près de 10 486 conducteurs de mototaxi dans la ville de Kigali, qui regorge un peu plus d'1 million d'habitants. Selon d'autres statistiques rwandaises, près de 47 187 per Kigali. Dans le déploiement quotidien, des chasubles portant les références du conducteur facilitent son identification. Les motos sont tout aussi identifiables par leur plaque d'immatriculation. Tout ceci participe de la sécurité des usagers
et de la responsabilisation des conducteurs. Seulement, malgré ces exigences et les mesures coercitives du gouvernement et des syndicats, ces mototaxis à Kigali sont présentés comme principale cause de nombreux accidents dans la ville, en raison souvent de l'empressement des conducteurs. Pour autant, elles restent le moyen de transport le plus populaire et le plus sollicité dans la capitale rwandaise. Les usagers justifient cela par le coût réduit et la rapidité. Je trouve que c'est super sympa, on peut se déplacer rapidement, ça nous évite les embouteillages et ils sont très prudents, donc j'aime bien me déplacer par moto. C'est moins cher que le taxi. Ce secteur du transport à Kigali nourrit ses travailleurs. Les conducteurs, dont la majorité sont âgés entre 18 et 35 ans, disent gagner honnêtement et amplement leur vie grâce à ces motos. Nouvelle Eldorado du secteur informel. On parle encore de la caravane de Noël en cœur, en compagnie de ses collaborateurs, journalistes et technico-artistiques. Le président directeur général du groupe Equinox, Séverin Tchonko, a remis des cadeaux à des centaines d'enfants démunis dans des orphelinats à Douala. Et dans cet élan des cœurs, le groupe Equinox a bénéficié de l'appui des âmes de bonne volonté, en l'occurrence ses partenaires, les brasseries du Cameroun et les laboratoires Biopharma, Innocent Abega et Flavien Dongo. Par la répartition des présents par zone de distribution au siège d'Equinox, télévision et radio à Douala. Motivé par le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression, le personnel est en mouvement. L'arrivée des partenaires de l'opération de l'Anker, à savoir la SABC, la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, est accompagnée des cris de joie des conducteurs de mototaxi, soutenant le geste que Radio et Télévision Equinox apporte chaque année aux enfants déshérités. Le top départ donné, le cortège s'ébranle dans les arrondissements de Douala 1er, 2e et 3e. Premier arrêt, le centre d'accueil de Bepanda. Ici, deux associations d'encadrement des mineurs et enfants malvoyants reçoivent des jouets, des denrées alimentaires, des jus, du savon et des vêtements. Disons merci sincèrement au groupe Equinox, surtout au Brasserie du Cameroun qui est le partenaire, pour avoir donné le sourire aux enfants pour qu'ils aient un visage reluisant au cours de ces fêtes de fin d'année et qu'ils appréhendent la nouvelle année avec beaucoup de joie. Nous profitons pour leur dire merci et exprimer nos vœux les meilleurs à ces groupes qui chaque jour pensent à ceux qui sont oubliés. L'acte de charité qu'ils viennent de poser à l'endroit de nos enfants du centre d'accueil, nous vous en sommes très reconnaissants en cette fin d'année 2017. La caravane Noël en cœur, édition 2017, peut alors se rendre à Nobel. Les tout-petits de l'association pour la formation et l'insertion des aveugles réservent un accueil des grands jours à l'équipe conduite par Séverin Tchonke et les brasseries du Cameroun. Monsieur le directeur général de Equinox, nous les enfants d'Afiza, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions pour ces beaux que ce n'est pas toujours facile pour eux tous les jours, mais au moins, si nous pouvons leur permettre en 24 heures d'oublier tout ce dont ils sont porteurs et d'espérer, de croire que tout est possible, nous aurons atteint notre objectif. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour leur apporter ces quelques présents. Au nom de tous les déficients visuels ici présents, dis merci à Equinox, parce qu'il est de tradition depuis plusieurs années. À ce moment précis, le sourire que vous donnez aux personnes en situation vulnérable est un sourire qui se partage à Noël pour tous les enfants. Ce que vous faites, c'est Dieu qui va vous bénir et que Dieu vous permette d'aller de l'avant. En cette période de fête, le sourire ne peut que venir d'Equinox Radio et Télévision. Equinox est toujours auprès de son peuple. Nous vous remercions. Juste après cette étape, c'est une jeunesse fragile, abattue, qui, sentant l'arrivée de la caravane Noël en cœur, a décidé de retenir le cortège pour quelques minutes.
Le défilé de mode, les ballets, le concours de danse étaient la raison de cet arrêt. Des prix ont été remis aux méritants par les responsables d'Equinox et les brasseries du Cameroun. Nous voulons surtout dire merci à maman et à tous ceux qui l'entourent parce qu'il faut avoir beaucoup d'humanisme en soi profondément pour pouvoir tout sacrifier et s'occuper de ceux qui n'ont plus personne, qui n'ont même rien pour exister et croire qu'on peut leur donner nous sommes venus vous apporter aujourd'hui nos partenaires des brasseries du Cameroun et Biopharma. Equinox Radio et Télévision fait dans une œuvre louable depuis plusieurs années déjà. Et nous, en tant qu'entreprise citoyenne, nous nous sentons au-delà de l'obligation, l'élan naturel de continuer à donner du bonheur. Vous savez, les boissons hygiéniques, elles accompagnent la vie de la naissance à la mort en passant par toutes les difficultés de la vie. Quand on traverse 14 orphelinats en une journée et qu'on ressent ce qu'on ressent en sortant de chaque orphelinat, très sincèrement, on le fait de cœur joie, on le fait pour pouvoir donner du sourire, on le fait parce que j'arbore un t-shirt Noël pour tous, pour que chacun de nos consommateurs, in fine, réussisse à avoir le sourire pendant ces fêtes de fin d'année. Après le foyer d'accueil des orphelins de Nouvelle, la même ambiance a été vécue à la chaîne de foyer Saint-Nicodème de Nilon. Vous aussi, vous êtes comme les autres enfants, vous devez passer une fête de Noël comme les autres. À l'orphelinat Maranatha à Oyak, ainsi que Compassion à Bonaloka, les tout-petits étaient en joie. Ils l'ont manifesté en chanson. Nous remercions beaucoup le Seigneur qui soutient cette chaîne télévision qui fait beaucoup pour, pas seulement pour ces orphelins. Ça me va tellement tout droit au cœur. Parce qu'ils font dans le social ce que c'est que le battement de cœur de Dieu. La dernière étape du périple effectué dans des orphelinats des arrondissements de Japoma. Après avoir reçu des cadeaux, les bénéficiaires ont dit merci en chanson. Depuis un temps, on vous compte parmi les nôtres. C'est pourquoi, même si le temps passe comment, on sait que vous êtes en route. C'est pourquoi nous sommes sûrs de ce qui peut arriver. Aidez-nous seulement à maintenir les enfants ici. Ce sont un peu plus de 600 enfants, les orphelinats des arrondissements de Douala 1er, 2e et 3e, qui ont bénéficié de quoi leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année 2017. La caravane Olanker de Radio et Télévision Equinox vient une fois de plus respecter la tradition qui dure depuis un peu plus d'une décennie. Au regard du feuilleton judiciaire concernant l'écrivain et universitaire Patrice Nganan, les procédures légales en matière d'interpellation d'un individu dans un aéroport, son expulsion du territoire et la confiscation de son passeport, est-ce que toutes ces procédures ont été respectées? Nous en parlons dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau Maître Guy Tougoua. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous avez suivi ce feuilleton judiciaire concernant l'écrivain universitaire camerounais Patrice Nganan. Tout d'abord, quelles sont les procédures légales d'interpellation d'un individu dans un aéroport international, puisque c'est là où tout a commencé? L'épisode de l'écrivain Patrice Nganan. J'ai suivi à travers les médias, parce que je n'étais pas confié dans ce dossier, qu'il a été interpellé au niveau de l'aéroport international de Douala et conduit au niveau de la police judiciaire à Yaoundé. Ses avocats d'ailleurs l'ont dit, et
Cela nous a édifié longuement. Ce que j'ai suivi, c'est qu'il a été interpellé à bord d'un avion d'une compagnie africaine, Ethiopian Airlines ou Kenya Airways, c'est possible. Bon, ce que je dois dire, c'est que dans les aéroports, nous avons l'habitude de voyager. Vous pouvez bien remarquer que dans les aéroports, lorsqu'on traverse le dernier contrôle de police, on suppose que vous avez traversé la frontière. C'est pour ça qu'on parle de police des frontières. Donc vous avez derrière vous la douane, le dernier contrôle de police, vous avez traversé une frontière. On doit donc se poser la question de savoir si, lorsqu'on est à bord d'un avion, à l'aéroport international de douane, on est encore en territoire camerounais. C'est la question qu'on doit se poser. Et si vous êtes encore en territoire camerounais, à ce moment, les policiers camerounais peuvent bien, puisque c'est leur champ de compétence, agir. Si vous n'êtes plus en territoire camerounais, c'est simplement la police à bord de l'avion, puisque c'est un avion de Kenya Airways, il y a forcément des policiers de Kenya Airways qui travaillent à bord et un commandant de bord. Mais il y a une jurisprudence qui peut nous édifier, Cyril. Il y a celle Cédric, il y a la jurisprudence Strauss-Kahn, le ministre Strauss-Kahn. Si vous vous rappelez, ce monsieur avait été interpellé à New York dans un vol d'Air France. Il était assis à bord. Et les policiers américains sont venus l'extraire de l'avion. Alors, j'ai fait des recherches, c'est dit qu'il y a un problème qui se pose. Est-ce que le code de procédure pénale prévoit de telles dispositions? Quelles sont d'abord les dispositions existantes lorsqu'un individu peut être interpellé? Quels sont les pouvoirs conférés à la fois à la police des frontières et aux EPJ dans un aéroport international? Non, j'en viens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas dire déjà si on est en territoire camerounais ou pas. Si on est en territoire camerounais, les officiers de police judiciaire sont dans les rôles. Je vous ai pris le cas de Dominique Strauss-Kahn qui a été interpellé par la police américaine à bord d'un vol d'Air France. Alors, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que l'ordre public international varie selon qu'on est en mer ou au sol. Parce que vous savez, il y a des territoires, par exemple, lorsqu'on est au sein d'une ambassade, on vous dit que vous êtes dans un territoire étranger. Vous ne verrez jamais un policier camerounais aller à l'ambassade de France interpeller un individu qui se trouve à l'intérieur de l'ambassade de France. C'est pareil dans un navire, parce que les navires battent pavillon d'un État. Vous voyez même les capitaines de bord dans les navires sont même officiers d'état civil. Ils ont le pouvoir de police étendu. Dans ces recherches, il y a deux courants doctrinaux. Il y a un courant doctrinal qui estime que lorsque l'avion est encore au sol, il est un meuble sur un territoire, ou bien il est un meuble sur un immeuble. À ce moment, la police de ce pays-là peut, avec les accords de coopération, interpeller la police qui est à bord. Et lorsque ce monsieur qui se trouve à bord est conduit hors de l'avion, il a la disposition de la police camerounaise. Donc il y a des accords de coopération. Il y a une autre doctrine qui estime que lorsque on est en territoire étranger dans un avion, lorsque l'avion a déjà pris son envol, lorsqu'on est dans les airs, parce que dans la jurisprudence de Strauss-Kahn, j'ai bien lu un internationaliste qui a dit si Strauss-Kahn avait plutôt commis des attouchements à bord de l'avion sur une hôtesse, à ce moment, c'est le commandant de bord qui devait remettre Strauss-Kahn aux autorités françaises une fois l'atterrissage. Donc voilà le problème qui se pose. On se demande donc maintenant, parce que maintenant dans la jurisprudence d'Edward Snowden, vous connaissez tous ce citoyen américain qui était poursuivi, voilà, et qui s'est réfugié dans une zone dite internationale. Donc, ça dépend donc maintenant des lois qu'il y a dans les pays et des accords de coopération que les différentes polices ont entre elles. Justement, pour le cas du Cameroun, l'affaire Patrice Ngana a relevé d'autres curiosités à travers cette audience marathon qui s'est tenue mercredi 27 décembre, alors que la prochaine audience avait été fixée au départ pour mi-janvier 2018. Quel est le fondement juridique de ce brusque changement observé dans le procès de Patrice Ngana? Oui, c'est-à-dire que dans la pratique judiciaire, il y a une notion que nous appelons le rabattement des dates d'audience. Ça veut dire quoi concrètement? Votre affaire, vous pouvez avoir une affaire, elle peut être en matière pénale, elle peut être en matière sociale ou en matière civile. Le juge qui a appelé votre affaire renvoie votre affaire dans 2 mois. Il se trouve que le jour de cette audience, vous allez par exemple convoler, vous allez vous marier, convoler en justice, et vous écrivez au président de la juridiction pour lui dire que vous avez des raisons qui vous amènent à ne pas être présent ce jour. Et si vous êtes jugé ce jour, cela va préjudicer fortement à vos droits. À ce moment, le juge examine vos requêtes et il peut fixer une nouvelle date d'audience qui vous convient et qui peut convenir à partir avec. C'est pour ça que dans le cas de ce dossier, si vous avez bien lu,
M. Patrick Ngana a été extrait de sa cellule. Il a reçu un avis d'extraction. Il savait qu'il devait passer à l'audience le lendemain. Ses avocats l'ont dit, ils étaient informés également. Et cette demande a été faite à l'initiative du ministère public, qui est la partie principale, il faut le rappeler, dans un procès pénal. Il suffit que la demande soit faite par une partie au procès. Et si le juge, notamment le chef de la juridiction, trouve les motifs avancés pertinents, il a fait. Donc c'est une pratique qui est, on l'appelle en termes une pratique prétorienne. Ce n'est pas forcément prévu par un texte de loi. Justement, Maître Guy Tougwa, il y a ce levier juridique qui a été utilisé pour aboutir à l'arrêt des poursuites judiciaires. Les Camerounais Santoro, à cet arrêt des poursuites judiciaires, de quoi il s'agit concrètement? Oui, c'est dire qu'il s'agit ici simplement de l'article 64 du Code de procédure pénale. Cet article 64, j'ai pris la peine d'avoir quelques extraits, dit ceci en substance. Et cet article a d'ailleurs trouvé son application dans la crise anglophone. Vous vous souvenez qu'il y a des gens qui étaient poursuivis, notamment des confrères à nous, dans la crise anglophone, et qui ont bénéficié des dispositions de cet article, que les anglophones ont fait une pratique très commune dans la common law. Ça s'appelle là-bas nolé prosecchi. Bon, c'est prévu par le code de procédure pénale dans son article 64 qui dit ceci: le procureur général, près une cour d'appel, peut, sur autorisation écrite du ministre en charge de la justice, requérir par écrit, plus oralement, l'arrêt de poursuite pénale à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond, lorsque les poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique. C'est ce que cet article 64 dit, et cet article 64 qui a été appliqué. Maintenant, on doit se poser la question de savoir si ces poursuites étaient de nature à compromettre l'intérêt social. Chacun verra, ou la paix publique, chacun verra. Mais toujours est-il que ceux qui étaient à l'audience hier ont bien pu remarquer que cette audience a connu une composition particulière. On a commencé l'audience normalement, et après il y a eu une suspension. C'est le président de la juridiction en personne qui est venu, le procureur titulaire qui est venu, et ensuite on a observé un représentant du parquet général, alors qu'un avocat général, qui est venu pour le compte du procureur général requérir l'arrêt de poursuite. À l'observation de cette nouvelle configuration, lors de cette audience marathon qui s'est tenue hier au tribunal de première instance à Yaoundé, quelle analyse pouvez-vous faire au regard de la présence des hautes personnalités de ces différentes juridictions qui sont elles-mêmes? J'essaie quand même de mettre en œuvre les hautes instructions du ministre de la Justice, qui est par excellence le chef du parquet. On a dit que c'est le procureur général qui requiert l'arrêt de poursuite. C'est normal que... Et je tiens également à dire ici pour vos téléspectateurs qu'il y a un principe en droit qui parle de l'individualité du parquet. Le parquet est unique. Donc lorsqu'on travaille au parquet, qu'on soit à la cour d'appel, à la cour suprême, on parle de l'individualité du parquet. Donc ce n'était pas une curiosité qu'un représentant du parquet général vient à l'audience. Par essence, le parquet est unique et indivisible. Après l'arrêt des poursuites judiciaires prononcées en faveur de l'écrivain Patrice Ngana, il y a eu d'autres scènes qui ont surpris les Camerounais. C'est son expulsion hors du territoire camerounais et la confiscation de son passeport, selon les propos de ses avocats. Alors, est-ce qu'il y a des procédures précises selon la législation camerounaise pour aboutir d'abord au retrait du passeport camerounais d'un citoyen? Je dois vous avouer, c'est dit que moi-même, je suis resté curieux, et je le suis encore, quant à l'expulsion de Patrice Ngana du territoire camerounais. Parce que si je m'en tiens à la décision qui a été rendue, monsieur le président du tribunal a simplement donné acte au ministère public de son désir de faire arrêter les poursuites à l'endroit de Patrice Ngana et a ordonné la main levée du mandat de détention provisoire. Il ne s'est pas prononcé sur autre chose. Je n'ai jamais suivi, il n'a jamais ordonné le refoulement de Patrice Ngana hors du territoire camerounais. C'est vrai qu'on peut être refoulé même par une décision administrative. On peut également être refoulé par une décision de justice, mais à aucun moment on nous a dit s'il y avait une décision, sauf si elle a été prononcée par une autre juridiction. Donc dans ce contexte, je ne sais en vertu de quoi est-ce que la police camerounaise a procédé à son expulsion. C'est le conseil qui... Parce que bien on vous notifie ce genre de décision, vous avez des possibilités, des effets, des voies de recours. Voilà. Donc, je pense que si on ne nous présente pas, ou si on n'a pas présenté à ces conseils, des décisions ordonnant son expulsion du territoire camerounais,
cela nous laisse pantois. Dans quel cadre peut-on retirer le passeport camerounais d'un citoyen selon les dispositions légales en la matière? Bon, le passeport est tout comme la carte d'identité, une pièce personnelle. Il faut pas. C'est vrai que c'est l'État camerounais qui délivre le passeport, mais une fois que la pièce vous est délivrée, c'est votre propriété. C'est pas comme les véhicules administratifs. On peut remettre un véhicule administratif et on vous le reprend parce que vous avez cessé d'occuper la fonction. Dans le passeport, en matière de passeport, en matière de pièces d'identité, c'est des pièces personnelles. Et s'il faut penser que parce qu'il a, j'ai suivi dans les divers ou dans les déclarations de ce conseil, on parlait de double nationalité. Mais même lorsque vous avez une double nationalité, il y a une loi, la loi, c'est une loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise, qui dit les cas dans lesquels on perd la nationalité camerounaise. Et qui dit même que lorsque vous avez perdu la nationalité camerounaise, par exemple, lorsque étant majeur, vous êtes prévalu d'une autre nationalité. Lorsque vous êtes en service, par exemple, dans une représentation ou dans une organisation internationale, et que le Cameroun vous demande de cesser vos fonctions pour revenir, vous perdez la nationalité camerounaise d'office. Mais il faut un décret. Il faut un décret pour constater tout cela. C'est l'article 40 qui le dit. Est-ce qu'il y a donc eu un décret qui a été pris pour constater la déchéance de la nationalité de Patrice Zanan? C'est la question que je me pose. Auquel cas, on doit vous notifier le décret, on doit venir appliquer, exécuter ce décret. Est-ce que le retrait de l'a décrié ses avocats signifie la déchéance de la nationalité camerounaise? Bon, la déchéance est toute autre chose. La déchéance, si j'ai bien lu le code de la nationalité, est réservée aux citoyens étrangers qui ont acquis la nationalité camerounaise. Pour les Camerounais, on parle plutôt de la perte de la nationalité ou de la répudiation. Vous la perdez lorsque par exemple vous êtes prévalu d'une nationalité, ou vous la répudiez si vous ne voulez plus être Camerounais. La déchéance généralement concerne le cas des étrangers qui ont eu la nationalité camerounaise et qui sont mis dans une situation où ils ne peuvent plus la voir. C'est souvent que, si j'ai bien lu la loi, on parle de répudiation. Donc le passeport, ce n'est pas le passeport qui vous confère la qualité de Camerounais. Ce n'est pas le passeport. Il a certainement un acte de naissance camerounais, il a un certificat de nationalité. Et même lorsque on va constater que les conditions, vous ne remplissez pas les conditions pour être Camerounais, ce ne sera pas décret. Merci. Cela sera pris. Merci Maître Guy Touga pour toutes ces précisions. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social présentée par Éric Fernand Kouamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision.